Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 17e conférence du Lumière. Et oui, 17e, c'est magique. 17 conférences qui sont passées, plutôt 16 conférences qui sont passées. Maintenant, on est sur la 17e conférence des Lumières organisée par l'Association de Lumière française, comme vous savez. On essaie de divulguer, de promouvoir les valeurs de paix, d'égalité, de liberté, de fraternité, d'accompagner la jeunesse française dans leurs objectifs personnels et professionnels et surtout servir la société française dans le domaine de l'art, de la culture, la technologie aussi. On a droit aussi à la technologie et voilà. Donc ce soir, nous allons aborder un sujet. Pour moi, il est devenu incontournable dans notre vie quotidienne. C'est la sécurité ou la cybersécurité, hein, si j'ose dire. Sécurité IT, au plus précisément, comme mentionné dans l'affiche de la rencontre, c'est les cyber-réflexes essentiels pour tous, parce que ça devient important. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus connecté. Nous travaillons, nous échangeons, nous partageons, nous apprenons à travers le numérique. Tout devient numérique. Mais derrière ces outils, qui sont des outils formidables, ils cachent aussi des risques. Il y a du piratage, il y a du vol, des données, encore des atteintes à la vie privée. Donc la sécurité numérique est devenue, n'est pas seulement l'affaire des experts ou l'affaire d'une niche de personnes, c'est une responsabilité collective et personnelle qui devra être partagée à tous. Chacun de nous doit connaître les bons réflexes pour naviguer en confiance dans cet univers digital. Pour nous aider à comprendre ces enjeux et à adopter les bons comportements, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce soir. Dans l'autre côté, voilà, à chaque fois, il est derrière, derrière les organisateurs. Maintenant, il est devant nous. C'est Monsieur Amanallah Zoubir, qui est ingénieur IT, qui est aussi le vice-président chargé de l'art et la culture à l'Association de Lumière française et aussi parmi les organisateurs de ces conférences de lumière. Donc, Monsieur Amanallah Zouber, qui est aussi un passionné pour les nouvelles technologies, il travaille dans l'IT bien évidemment, et il travaille aussi dans la sensibilisation à la cybersécurité. Et grâce à son expérience et à sa pédagogie, d'ailleurs, il a fait beaucoup de formations avec nous au niveau de l'association. Ben, grâce à sa pédagogie, Amanallah va nous donner des clés concrètes et accessibles à tous pour mieux protéger nos données, nos appareils, au fond, pour avoir cette tranquillité d'esprit quand on surfe sur Internet, quand on surfe avec le numérique, quand on fait du numérique maintenant avec l'intelligence artificielle, tout est connecté, c'est bon. Donc ce soir, nous apprendrons que la sécurité, c'est avant tout question de réflexe, de vigilance et surtout question de bon sens, ce qu'on appelle le bon sens numérique. Alors voilà. Juste entre parenthèses, toutes nos conférences sont publiées sur Facebook et aussi c'est en direct publié bien évidemment en direct sur Facebook et publié sur YouTube. Vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, faire un petit abonné pour suivre toute l'actualité. Aussi au niveau de notre page Facebook, n'hésitez pas à faire des j'aime. À toutes les personnes qui nous suivent, faites des j'aime, faites des partages, partagez ces réflexes, partagez ces conférences parce que c'est très très important et c'est une genre de remerciement de votre part quand on reçoit des j'aime, quand on reçoit des partages, quand on reçoit des commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc merci beaucoup. Alors sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement Amanallah Zouber pour cette conférence qui est intitulée Cyberréflexes et les essentiels pour tous. Amanallah Zouber. Merci. Oh! Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Anouar Aïch pour cette introduction. Et je vous remercie aussi pour cette opportunité de présenter devant tout le monde et surtout notre association. Et du coup, je vais partager mon écran. Et comme a dit, comme elle a présenté Monsieur Anno, aujourd'hui. Donc, ce sera sur une petite formation sur les cyber-réflexes. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui. Nous allons parler de cybersécurité, mais pas de manière technique ou compliquée. Mon objectif est simple, vous donner des gestes simples et pratiques que vous pourrez appliquer dès maintenant ou bien dès ce soir, juste après la fin de la formation. Et comme ça, bah, pour mieux vous protéger en ligne. Et grosso modo, la cybersécurité peut sembler intimidante, mais en réalité, 90% des attaques peuvent être évitées avec des réflexes de base. Donc, c'est exactement ce que nous allons voir ensemble.
Entre-temps, pendant la formation, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou si vous avez des questions ou autres. Et dans tous les cas, à la fin, donc, nous aurons également un temps dédié aux questions-réponses. Du coup, on commence. On commence tout d'abord par un état des lieux, donc par quelques chiffres, pour bien comprendre pourquoi ce sujet nous concerne tous. Et d'après les derniers chiffres, donc un Français sur trois a été victime d'une cyberattaque en 2024. Il y avait presque 600 000 plaintes sont déposées chaque année pour des crimes de cyberattaque et vol de données. Le coût moyen d'une attaque pour un particulier est à peu près dans l'ordre de 2 300 € entre juristes et récupération des données, etc. Et aussi, il faut au moins 6 mois minimum, oui, en moyenne, 6 mois pour récupérer après un vol d'identité. Donc ces chiffres sont vraiment impressionnants. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces attaques ne visent pas que les grandes entreprises ou les personnalités publiques. Elles nous visent tous. Donc il y a beaucoup de types d'attaques et les plus courantes sont le phishing, qui représente 80% des cyberattaques. On va en parler après. C'est de loin la menace numéro un. Il y a aussi les ransomware et les virus, donc sont en hausse de 30% ces dernières années. Il y a aussi le vol d'identité et aussi il y a les arnaques sur les réseaux sociaux. Mais la bonne nouvelle, donc 80% des attaques sont évitables avec des gestes simples. Et avant de rentrer dans les solutions, je vais vous parler d'une menace nouvelle, parce qu'on vit actuellement dans la nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle par les cybercriminels. Donc, la première menace qui est le deepfake. Donc, c'est une nouvelle manière prenons un scénario. Donc, imaginez que vous recevez un appel vidéo de votre patron qui vous demande de faire un virement urgent, par exemple. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut créer le même voix, utiliser le même visage. Tout semble parfait. Sauf que ce n'est pas vraiment lui, c'est une création de l'intelligence artificielle. Ces arnaques existent déjà et se multiplient. Un autre exemple, vous recevez un appel d'un membre de votre famille en détresse qui demande de l'argent. Donc la voix est parfaite parce qu'il y a la clonée à partir de quelques secondes d'audio trouvées sur les réseaux sociaux. Un autre type de menace. Donc c'est les emails de phishing hyper réalistes. Donc avant, on pouvait les repérer facilement à cause des fautes d'orthographe. Et maintenant, avec ChatGPT ou les autres outils d'intelligence artificielle, donc les hackers créent des emails parfaitement écrits personnalisés en fonction de votre profil LinkedIn ou Facebook, et ils peuvent en générer des milliers automatiquement. Troisième type de fraude, donc c'est les faux sites web créés en masse, donc avec maintenant l'intelligence artificielle. Donc ça permet de créer instantanément des copies parfaites des sites officiels. Et du coup, la question qui se pose, comment on peut se protéger de toutes ces menaces-là? Donc, surtout, il faut méfier systématiquement surtout des demandes urgentes, même si elles semblent venir d'un proche. Aussi, vérifiez toujours par un autre canal si, par exemple, si votre patron vous appelle ou autre personne proche de vous. Et ne faites jamais confiance à une vidéo ou un audio seul comme preuve d'identité. Il faut rappeler la personne considérée avec, par exemple, le numéro de téléphone que vous le connaissez. Maintenant, passons pour les cas récents en France. Donc, pour que tout cela soit plus concret, par exemple, les dernières attaques, par exemple, pour France Travail en 2024, donc, a été piraté et 43 millions de données personnelles ont été volées. Donc, ces informations, ils contiennent des noms, les numéros de sécurité sociale, les adresses postales, etc. Et plein d'informations. Et donc, si vous êtes ou vous avez été inscrit à Pôle emploi, donc vos données, plutôt nos données, ont probablement fuité.
et c'était massif. Et les arnaques au faux conseil bancaire aussi, ils ont explosé de 40% cette année. Et ils vous appellent se présentant comme votre banque et vous demandent de faire un virement de sécurité ou de leur donner vos codes. Et ce qui ne se fait pas et ce qui est vraiment à éviter. Aussi, la fraude au CPF. Tout le monde connaît, surtout ici en France, on a le compte professionnel de formation. Et la fraude au CPF fait des milliers de victimes chaque mois. Des escrocs inscrivent des formations bidons sur votre compte CPF et touchent de l'argent. Et puis, il y a les SMS frauduleux. Donc, on reçoit des SMS de genre votre colis ne peut pas être livré, cliquez ici. Ou par exemple, Amélie, l'assurance maladie, vous avez droit à un remboursement de 87%, 87 euros, etc. Par exemple, un message SMS des impôts, service d'impôts, votre remboursement est en attente, etc. Ou, par exemple, vous avez une amende impayée, ou quand vous êtes parti pour une vacance, et vous allez recevoir un SMS que vous n'avez pas payé le péage, etc. Donc, qui est ciblé ici? Donc, le cible est pour tout le monde. Donc, il cible votre compte bancaire, vos photos personnelles, vos réseaux sociaux, vos achats en ligne, et personne n'est à l'abri. Mais heureusement, avec des bons réflexes, on peut se protéger efficacement. Alors, pour commencer, commençons par la base. Donc, ce sont les mots de passe. C'est notre première ligne de défense. Regardons par exemple sur les pires mots de passe qu'on peut les utiliser, surtout les simples chiffres et les simples phrases. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4 ou 1, 3, 4, 5, 6. Ou surtout utiliser par exemple le mot password ou mot de passe, AZERTY. Et surtout à éviter d'utiliser votre prénom ou une date de naissance. Et aussi, il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout dans différents sites web. Et, et par exemple, on peut se rappeler dernièrement le vol du Louvre. Et le mot de passe était simplement Louvre. Donc c'est très très important de bien choisir votre mot de passe. Et pour les meilleures pratiques et les meilleurs conseils pour concevoir un bon mot de passe, c'est qu'il doit contenir au moins minimum 12 caractères. Et il doit mélanger des lettres, chiffres, symboles. Et il doit être différent pour chaque site et utiliser une phrase de passe. On va regarder ça ensemble après avec comment créer par exemple un mot de passe avec une phrase de passe. Et du coup, mais la problématique ici, par exemple, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas retenir 50 mots de passe différents. Donc, c'est normal. On verra après la bonne manière et la solution pour gérer tous ces mots de passe. Du coup, la première chose qu'on a déjà parlé, c'est la phrase de passe. C'est-à-dire, par exemple, euh, j'ai mis par exemple un exemple. Moi, j'adore prendre des croissants à Paris. Donc, à travers cette phrase passe, donc je peux créer une mot de passe. Donc, il y a des lettres avec une majuscule, c'est un minuscule, avec des chiffres, avec un symbole spécifique. Tout ça. Donc, et les langues, 26 caractères, facile à retenir, presque impérables. Aussi, par exemple, je peux mettre, par exemple, si mon fils il aime le PSG, on peut écrire mon fils et le PSG égale le bonheur total 2024. Donc, facile à retenir. Elle contient 31 caractères. Il est donc personnel, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'oublier facilement. Et il est complexe. On va tester, par exemple, ce site-là qui s'appelle Bitwarden. Il nous donne une idée sur la force de notre mot de passe. Par exemple, si on met 1, 2, 3, 4 comme mot de passe, ben, un truc comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran ou ça? Oui, oui, moi je le vois. D'accord. Du coup, par exemple, si on utilise le mot de passe 1, 2, 3, 4, déjà
site web, il nous dit que, il peut être piraté inf- euh, dans une durée inférieure à une seconde parce qu'il est faible. Pareil, par exemple, si on utilise admin ou il est pareil, donc sera piratable rapidement. Et si par exemple, par exemple, comme l'autre exemple, j'ai les croix. Regardez comment à chaque fois quand j'écris, je rajoute des lettres. Donc la force du mot de passe, donc elle va être de plus en plus forte. Et le temps estimé pour le craquer, il augmente par exemple. Il était, par exemple, celui-là était 4 jours, il va augmenter à un an et tout ça. Croissant, par exemple, par exemple, un truc comme ça, tu vois. Par exemple, ce mot de passe-là, il est plus fort que utiliser un simple mot de passe qui a moins de caractères. Donc, il sera plus difficile à pirater. Parce que pour le piratage, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont lancer des machines qui vont essayer, ils vont faire toutes les combinaisons possibles. Et à chaque fois quand le mot de passe est plus long, donc les combinaisons ils deviennent de plus en plus illimitées. Et du coup, ils prennent beaucoup de temps à deviner le mot de passe. Et après, donc, on a parlé, il faut pas utiliser le même mot de passe pour tous les sites web. Et du coup, comment faire si on est inscrit dans cinquantaine de sites web ou plus? Est-ce qu'on doit apprendre les 50 mots de passe ou pas? La solution, elle est simple. On peut choisir, la solution, c'est utiliser un coffre-fort numérique qui retient toutes les différentes mots de passe. Et du coup, on n'a qu'une seule mot de passe à prendre. Et ce mot de passe, on va l'utiliser pour se loguer sur le coffre-fort. Donc, on a un seul mot de passe pour le coffre-fort. Et après, le coffre-fort, va se connecter à notre place sur le site web. Par exemple, si je vais me connecter sur mon compte Google, donc je me connecte uniquement sur le coffre-fort. Et le coffre-fort, quand il voit que je suis connecté sur Google, il va entrer automatiquement mon login et mot de passe. Et du coup, donc, j'ai plus à gérer une cinquantaine ou une vingtaine de mots de passe. Donc, le gestionnaire, c'est lui qui va générer et retenir tous les autres mots de passe. Il se remplit automatiquement quand vous visitez un site web. Il est accessible sur la plupart des applications du coffre-fort et les gestionnaires de mots de passe. Ils sont accessibles sur votre téléphone. Donc, il y a une application mobile, soit sur ordinateur avec des applications sur PC, Windows ou Mac, ou bien sur les navigateurs. On peut installer des extensions sur les navigateurs et comme ça, tous les mots de passe ils vont être enregistrés et remplis plutôt automatiquement. Je vous donne par exemple des exemples d'applications coffre-fort. Par exemple, il y a Bitwarden qui était recommandé. Il y a aussi Kepass. Il a besoin un peu, il est plus technique. Donc, c'est pour les gens qui sont plus techniques et qui utilisent beaucoup le web et travaillent beaucoup dans l'informatique, etc. Sinon, il y a par exemple, de nos jours, il y a des navigateurs comme Chrome, Firefox et Chrome aussi. Ils proposent aussi, leur propre coffre-fort. Donc, avec uniquement le mot de passe de Google, il peut retenir tous les autres mots de passe et comme ça, vous pouvez les utiliser d'un seul coup. Sinon, il y a d'autres applications ou bien d'autres coffres-forts payants comme le 1Password ou bien Dashline avec des abonnements 3 à 5 euros par mois. Et à part ça, donc, ce qu'il faut éviter, c'est surtout de noter vos mots de passe sur un post-it ou bien dans une feuille ou surtout de le mettre donc, dans vos poches ou dans votre portefeuille. Donc ça, c'est à éviter, il ne faut pas le faire. Ou bien aussi, même sur un fichier Word ou bien sur une note sur le PC qui n'est pas, surtout ce fichier n'est pas bien protégé, etc. Ou aussi sur un téléphone portable, votre téléphone qui n'est pas protégé avec un mot de passe. Après, une deuxième manière pour se protéger, aussi protéger
vos identités et vos identifications, c'est l'authentification à deux facteurs. Et elle sert à quoi? Donc, l'authentification qu'on appelle aussi 2FA. Donc, c'est le mot technique. C'est simple, mais si quelqu'un vole votre mot de passe, dans ce cas-là, il ne pourra pas se connecter à votre compte. Comment? Parce qu'après avoir entré votre mot de passe, le site vous demande un code temporaire. Donc, vous avez deux options. Soit vous allez recevoir par SMS un code à 6 chiffres, par exemple par texto. C'est simple. Sinon, à travers une application qui s'appelle, comme par exemple Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Donc, ils sont plus sécurisés et ça fonctionne même sans réseau. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Même si votre mot de passe a été volé par n'importe quelle personne, donc l'idée, même si le voleur ou ben, le pirate a pris votre mot de passe, quand il va rentrer sur le site web, il va te demander une autre mot de passe qui se trouve dans une application sur votre téléphone. Donc ici, il y a une double authentification. Donc il y a une deuxième couche de protection. Donc c'est une double protection. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout de l'appliquer sur vos comptes bancaires, sur vos emails, surtout professionnels ou même personnels, et même sur tout n'importe quel autre type de compte. Comme ça, vous pouvez se rassurer. Même si vous avez oublié votre PC ou quelqu'un a vu votre mot de passe, vous allez être protégé parce que vous avez votre téléphone avec vous et il ne peut pas se connecter sur n'importe quel compte. Après, du coup, maintenant, on a appris comment protéger nos mots de passe et comment les bien créer, etc. Maintenant, il y a un outil pour vérifier si nos données ont fuité ou pas. Par exemple, ce site qui s'appelle Have I Been Pwned, vous pouvez rentrer votre adresse email et il va rechercher si vous étiez sujet d'une fuite de données ou pas. Par exemple, moi j'ai trouvé cette adresse-là, c'est juste par hasard. Et vous pouvez utiliser votre propre adresse mail après. Il va dire que cette adresse mail-là, elle était retrouvée après la fuite ou bien l'attaque sur Twitter en janvier 2022, aussi à travers le piratage de site web là, le verification.io, et aussi sur le site Tumblr pendant 2013. Donc, si vous voyez votre adresse mail qui apparaît dans n'importe quelle fuite de données, je vous conseille de changer votre mot de passe, surtout de votre adresse mail. Donc, ça à faire dans les plus brefs délais. Je vais partager ça après dans la discussion, comme ça, tout le monde peut regarder. Et du coup, comme j'ai dit, donc si votre email apparaît, il faut changer immédiatement vos mots de passe, surtout des sites concernés. Par exemple, si vous trouvez votre email a été, par exemple, piraté depuis Twitter ou etc. Donc, vous pouvez rentrer sur Twitter et changer les mots de passe, Google, même n'importe quel. Surtout, il faut les changer rapidement. Et aussi activer la double authentification, juste en cas où. Et surveillez vos comptes bancaires surtout aussi. Parce que la plupart, ils peuvent utiliser vos adresses mail pour essayer de se connecter sur vos comptes bancaires, etc. Après, maintenant, on parle des techniques les plus utilisées pour euh, comment dire, c'est pour le piratage. C'est le phishing ou en français le hameçonnage. Donc, c'est l'arnaque ou bien la menace numéro un, celle qui représente plus de 80% des cyberattaques. Donc, le phishing. Le principe est simple. Les escrocs vous envoient des messages par mail, SMS.
ou parfois par WhatsApp en se faisant passer par votre banque, comme j'ai dit au début, les impôts, la poste, Amazon, un colis ou bien CPF, etc. Donc le but ici, c'est vous voulez vos identifiants, soit par exemple vos codes bancaires ou simplement votre argent. Comment les reconnaître? C'est généralement, il faut regarder ces quatre signes d'alerte qui sont généralement classiques. La première, c'est l'urgence. Là, par exemple, votre compte sera bloqué dans 24 heures, soit une menace. Donc, vous devez payer une amende, soit il y a des fautes graves, soit, par exemple, il y a un truc bizarre, comme par exemple, vous avez gagné 5 000 euros, ou il y a une offre exceptionnelle à ne pas rater, uniquement pour vous, ou vous avez hérité 100 000 euros, etc. Et vraiment, la règle d'or, c'est qui à retenir absolument, c'est que, par exemple, votre banque ne vous demandera jamais vos codes par mail, par SMS ou téléphone. C'est vraiment, et il faut faire gaffe surtout pour tout ce qui est banque et appel des banques et agents des banques. Et si, du coup, si quelqu'un vous demande ça, c'est une arnaque à 100%. Par exemple, ici, donc, des exemples des emails frauduleux ou bien des SMS de fraude. Par exemple, pour le mail, donc, il écrit, par exemple, l'adresse mail, c'est service-client@banque-fr.net. Déjà, on peut regarder que déjà l'adresse mail, il est douteux. Vous pouvez, par exemple, à la fin, c'est généralement le nom de la banque ou normalement c'est le site. Vous pouvez regarder, copier-coller juste, ou même pas copier. Donc, vous pouvez rentrer par exemple, banque-fr et rechercher sur Internet. Vous allez retrouver que ça n'existe pas. Donc, c'est sûrement une arnaque. Et du coup, c'est urgent ou bien il faut faire ça à l'instant T. Déjà, donc, les indices ici, que l'adresse mail il est bizarre, il y a une urgence et généralement, ils mettent un lien et il ne faut pas cliquer sur ce lien. Un autre exemple de faux SMS, par exemple, Amélie, vous avez droit à un remboursement de machin euros, cliquez. Ça, c'est aussi dangereux. Donc, toujours les liens, il faut faire gaffe, il faut se méfier des liens envoyés par des SMS ou des emails douteux. Aussi, donc, il y a Chronopost, par exemple. Votre colis est en attente, frais d'aide de douanement, 2 euros à payer à travers ce lien, par exemple. Et surtout, vous n'avez rien commandé, donc, et vous n'attendez aucun colis, donc c'est un suspect. Dans tous les cas, la bonne réaction, il faut aller directement sur le site officiel, taper l'adresse vous-même ou appeler le service client. Ça, c'est au moins, on est sûr. J'ai trouvé aussi que Google a lancé un site web pour faire des petits tests et des petits quiz sur l'hameçonnage. J'ai partagé le lien avec vous, comme ça vous pouvez jouer avec le site et tout ça. Et vous pouvez donc, ils vous mettent des situations, comme ça vous pouvez détecter ou non, est-ce que c'est hameçonnage ou pas, etc. Par exemple, ce cas-là, quelqu'un a reçu un mail qui s'appelle luc.jason8. Donc, c'est le premier réflexe, il faut regarder toujours l'adresse mail, d'où ça vient. Et après, donc, surtout, regarder aussi le contenu. Par exemple, ici, il a partagé un fichier. Même ici, même maintenant, de nos jours, il faut se méfier des fichiers partagés parce que il se peut que le pirate, il a mis un virus dans un fichier, même dans les photos et les images, surtout maintenant surtout avec aussi WhatsApp, parce que si vous activez le téléchargement automatique des fichiers sur WhatsApp, donc dès que vous recevrez une image, elle sera automatiquement téléchargée sur votre smartphone.
Ça, il faut le désactiver parce que parfois, vous allez recevoir un message d'une personne inconnue et l'image, par exemple, sera téléchargée automatiquement et cette image pourra introduire un virus. Donc, il faut désactiver le téléchargement automatique des fichiers sur WhatsApp. Et par exemple, on va dire que c'est un personnage, il va dire bonne réponse. Et quand vous lui dites, montrez-moi c'était quoi les problèmes, il va dire, ok, parce que le domaine non sécurisé, drive.com, et tout, et etc. Donc il y a beaucoup de quiz, vous pouvez donc rentrer dans le site et essayer et de vous tester. Donc, le premier réflexe quand vous recevez n'importe quelle chose, SMS, email, etc., vérifiez donc l'adresse mail de l'expéditeur, le contenu des messages, les liens. Surtout, il ne faut pas cliquer sur les liens. Et si vous êtes connecté par exemple par PC, il faut juste survoler les liens sans cliquer dessus. Il va en bas à gauche de l'écran, il va afficher tout le lien. Et comme ça, vous pouvez lire au moins si c'est par exemple, s'il est, par exemple, à un site officiel ou à un site suspect. Et aussi les pièces jointes. Il faut pas toujours, il faut se méfier de ce genre des pièces jointes. Autre type d'arnaque fréquente, comme j'ai déjà parlé dès le début, les faux conseillers bancaires, les fausses offres d'emploi, surtout de nos jours sur Instagram, TikTok et partout même sur YouTube, etc. Vous allez voir une publicité, gagner 2 000 € par mois en travaillant de chez vous, sans diplôme requis, etc. Et après, quand vous allez vous inscrire au tout ça, ils vont vous demander des frais d'inscription. Frais d'inscription, c'est-à-dire rentrer vos coordonnées bancaires. Et si vous rentrez vos données bancaires, c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Donc, vous allez perdre de l'argent. Parce que c'est la règle, c'est aucun employeur sérieux ne demande d'argent pour recruter. Aussi, les faux supports techniques. Par exemple, vous avez entré dans un site web et voilà, d'un coup, pop-up et s'affiche, votre ordinateur est infecté, appelez le 01, machin, machin, machin. Donc, l'idée ici, ce qu'ils veulent faire, c'est accéder à distance sur votre PC pour vous mettre des faux antivirus. Et ces faux antivirus, ils vont faire l'inverse, ils sont des virus. Il faut toujours fermer ces fenêtres-là, même sur le site web. Du coup, les bons réflexes de quotidien, c'est quoi? Donc, la première chose, c'est toujours mettre les mises à jour, quel que soit sur votre PC, sur vos navigateurs, sur vos applications téléphoniques, etc. À chaque fois que vous recevrez une mise à jour, il faut l'appliquer et et surtout activer les mises à jour automatiques sur, par exemple, différentes applications, etc. Deuxièmement, vérifier les URL. Par exemple, un bon signe, c'est les cadenas. À côté des sites web, il y a un cadenas de sécurité. Malgré maintenant que les pirates, ils peuvent recréer des cadenas de sécurité, mais comme un premier signe, c'est un bon signe de trouver un cadenas à côté du site web. Par exemple, ce site-là c'est pas le bon site de Amazon. Vous allez retrouver, il n'y a pas de cadenas et donc ça, c'est douteux. Il faut pas y accéder ou il faut sortir. Parce que ce site web-là, il n'est pas bien protégé, il n'y a pas une certification HTTPS, il n'est pas sécurisé. Et le troisième bon réflexe, c'est surtout, il faut faire attention au Wi-Fi public dans les centres commerciaux, dans les stations de transport, les stations de bus, les stations de métro, etc., dans les hôtels, les cafés, etc. Et il faut éviter le maximum d'utiliser le Wi-Fi public. Et surtout, faire des achats en ligne et faire des opérations bancaires parce que c'est un Wi-Fi public. Il peut y avoir des pirates qui écoutent le réseau. Donc, ils peuvent décrypter
vos achats, vos comptes bancaires, même vos logins et mots de passe sur n'importe quel site web. Donc ça, à vraiment éviter. Deuxièmement, il ne faut pas se connecter sur vos aussi. Si vous êtes, par exemple, obligé d'utiliser un Wi-Fi public pour appeler quelqu'un, etc., dans l'urgence, il ne faut pas se connecter sur vos comptes sensibles parce que toutes les logins mots de passe, ils seront envoyés sur le Wi-Fi public et on ne sait jamais qui est derrière, qui s'est connecté derrière pour collecter les données. Et sinon, la meilleure solution, c'est d'utiliser un VPN. Il y a des VPN gratuits et ils sont moins efficaces. Il y a les VPN payants comme NordVPN. VPN, c'est le meilleur. Il est payant, mais il est le meilleur côté sécurité que surtout sur les Wi-Fi publics. Et surtout quand vous voyagez aussi, c'est utile. Du coup, alors, un autre degré de sécurité, c'est surtout sécuriser vos données. Donc, il faut créer surtout les données essentielles, par exemple vos photos de famille, vos documents les plus importants. Il faut garder au moins deux copies. Une, par exemple, sur papier et l'autre sur le cloud donc un sur papier et l'autre sur le cloud, et c'est ça, ou bien sur un disque dur qui n'est pas connecté sur Internet. Comme ça, on a tous différents supports disponibles en cas où on en a besoin, donc on les retrouvera. Et comme ça, même les pirates, ou bien ils peuvent pas juste la récupérer et après nous dire il faut payer telle somme d'argent pour nous renvoyer nos données, nos informations sensibles. Donc, par exemple, des solutions simples, le cloud, par exemple, utiliser Google Drive ou bien iCloud de Apple, OneDrive, Dropbox, toutes ces solutions cloud sont utiles. Donc, à chaque fois, il y a des documents ou bien des photos, ils seront directement envoyés sur cloud. Comme ça, même si vous perdez votre téléphone ou n'importe quel incident, vous pouvez les retrouver d'une autre manière. Vous pouvez utiliser aussi un disque dur externe. Donc, à chaque fois, vous faire des copier-coller des informations, de vos informations sensibles et vous laissez ça à côté à part. Donc il est en sécurité. Soit sur vos téléphones. Donc, il y a aussi l'option d'activer le sauvegarde automatique des photos qui seront envoyées en cloud aussi. Ça, c'est juste en cas d'une attaque ou bien de perte de données ou vol de téléphone, etc. Donc, ce sera utile, surtout pour vos informations sensibles. Et du coup, pour éviter tout ça, il faut sécuriser vos appareils électroniques, surtout votre téléphone. Donc, je pense que tout le monde le fait. Il faut faire soit code PIN, soit l'empreinte, soit la reconnaissance faciale. Il faut aussi installer les antivirus, quel que soit sur vos PC ou bien aussi sur vos téléphones portables. Et aussi, afin d'installer tous ces antivirus, il faut les télécharger d'une source officielle. Donc, il faut aussi se méfier des sources parce que quand vous tapez antivirus sur Internet, vous pouvez tomber sur des sites frauduleux. Et au lieu d'installer l'antivirus, vous allez installer le virus lui-même. Après, pour un autre degré de sécurité, il faut protéger aussi votre vie privée, surtout sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas partager tout ce qui est vie privée. Par exemple, il faut éviter de partager votre adresse complète sur les réseaux sociaux, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et votre lieu de travail. Toutes ces informations-là, ils seront utiles pour les pirates. Ils peuvent les utiliser de différentes manières. Donc, par exemple, votre adresse, ils peuvent l'utiliser par exemple, parler avec votre assureur ou bien avec votre banque, votre numéro de téléphone, ils peuvent l'utiliser
d'une mille et mille façons. Vos dates de naissance aussi, ils peuvent l'utiliser pour vos comptes d'Amélie ou bien les comptes d'assurance maladie, tout ça. Donc, il faut se méfier vraiment des réseaux sociaux. Et aussi, il faut éviter aussi de partager vos vacances en direct parce que les voleurs, ou bien c'est surtout les voleurs, ils peuvent connaître, bien savoir que vous êtes à l'extérieur de votre domicile. Et aussi, ils peuvent, vous pouvez comme ça recevoir des SMS frauduleux, comme si vous êtes parti en vacances, vous n'avez pas payé le péage, machin, etc. Donc, tout est utile pour les voleurs et les escrocs. Aussi, il faut éviter de prendre en photo des billets d'avion, des trains, surtout avec votre nom complet, avec les différentes les dates et votre destination. Et il faut aussi éviter de partager votre routine quotidienne et surtout la géolocalisation, parce qu'en cas où votre téléphone ou bien votre compte a été piraté, ils peuvent vous voir et géolocaliser automatiquement, systématiquement. Et du coup, sur vos réseaux sociaux, il faut toujours vérifier qui peut voir vos publications, qui peut vous contacter, qui peut voir votre liste d'amis et surtout désactiver la géolocalisation automatique sur les différents sites web et réseaux sociaux que vous utilisez. Maintenant, passons à l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et, et que font ces entreprises avec avec nos données? C'est qu'elles entraînent leur modèle d'intelligence artificielle sur nos photos, nos messages, nos conversations. Et surtout, par exemple, il y en a plein. Par exemple, à titre d'exemple, Meta avec Facebook, Instagram et WhatsApp. Il y a aussi Google, OpenAI avec ChatGPT. Tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils collectent massivement nos données. Donc, ils analysent nos comportements pour mieux nous cibler avec de la publicité et potentiellement revendre ces données à des tiers. Et du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que par défaut, tout est activé et donc on donne tous nos données sans le savoir. Mais il y a une bonne nouvelle que on peut tout désactiver. Peut tout ou le maximum. Donc, donc le meilleur réflexe maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout aller sur, par exemple, Facebook, Instagram et WhatsApp. Il y a dans les paramètres centre de confidentialité, il faut chercher l'utilisation des données pour l'IA et les désactiver. Donc, ce que je sais, c'est sur WhatsApp. On ne peut pas tout désactiver d'un coup, mais on peut choisir discussion par discussion. On rentre dans les détails, il y a en bas confidentialité et on désactive le partage des informations et tout le contenu de la conversation. Pareil, par exemple, pour ChatGPT ou OpenAI ou tout autre modèle d'intelligence artificielle comme Gemini, comme Copilot, comme Claude, toutes ces applications-là qu'on utilise, qu'on les installe. Il faut aussi désactiver le mode améliorer le modèle pour tout le monde ou améliorer le modèle ou partager votre expérience avec le modèle, etc. Parce que toutes nos conversations avec le modèle, ils serviront à l'entraîner. Et du coup, ils utilisent nos données pour entraîner leur modèle. Pareil pour Google, par exemple Gmail, Photo, Drive et leur modèle Gemini. Il faut aller sur le site web désactiver l'historique pour que Google n'ait pas toute l'historique de nos recherches sur Internet, etc. Aussi sur Google Photos, il faut désactiver le partage des données. Et aussi sur Gemini, leur modèle d'intelligence artificielle, si vous l'utilisez, vous pouvez choisir Opt-out de l'entraînement, c'est-à-dire que, il ne faut pas utiliser mes données pour entraîner vos modèles. Donc, parce que si c'est gratuit,
c'est que vous êtes le produit. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et du coup, euh, j'ai trouvé ce site web, donc vous pouvez l'utiliser. Je vais partager dans la discussion. Donc vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous recevrez un lien ou n'importe, par exemple, fichier ou autre, vous pouvez rentrer le lien et lui, il va vous donner est-ce qu'il est douteux ou bien ou pas. Donc, il va vous aider, par même sur les fichiers, tout ça, avant de les ouvrir et tout ça, vous pouvez lui donner les fichiers. Comme ça, vous pouvez vérifier s'il contient un virus ou pas. Sinon, si vous êtes victime par exemple, d'une attaque cyber ou perte de données ou vol de données, il y a le site cybermalveillance.gouv.fr. Donc, ce site web, il est vous pouvez contester, faire une demande ou obtenir une assistance. Et aussi, à part ça, donc, vous pouvez s'informer et avoir, par exemple, il y a plein de sujets, plein d'actualités sur ce site que vous pouvez, par exemple, apprendre et tester vos connaissances sur ce domaine de cybercriminel ou, par exemple, il y a des sessions de sensibilisation à la cybersécurité gratuites et accessibles pour tous. Aussi, vous pouvez l'utiliser pour comprendre les cybermenaces et comment agir. Vous pouvez l'utiliser pour déposer une plainte, etc. Donc, il est vraiment utile, même si vous êtes victime. Donc, vous pouvez faire déposer la plainte ici. Je l'espère pas. Euh, Sinon, vous pouvez utiliser ce numéro gratuit, il est pour demander des informations sur différents types d'escroqueries et vous recevrez un message ou bien un mail frauduleux, frauduleux, etc. Vous pouvez les appeler. Sinon, il y a aussi un service qui est très utile, mis en place par le gouvernement qui s'appelle blocktel.gouv.fr. Ça, il va bloquer tout le, tout le démarchage téléphonique parce qu'à chaque jour, on reçoit parfois une dizaine, parfois deux, trois appels pour le démarchage téléphonique, etc. Ça sera utile aussi. Comme ça, on évite ce type d'appels-là, on évite ce type d'arnaque. En plus, il y a le signalspam.fr, donc c'est un site web aussi utile pour tout ce qui est signaler si vous avez reçu par exemple un mail frauduleux ou bien un numéro qui est en train d'essayer de vous spammer ou vous envoyer des informations euh, fausses d'informations, etc. Vous pouvez le signaler à travers ce site web-là. Sinon, il y a la CNIL, donc vous pouvez vous pouvez l'utiliser pour reconnaître tous vos droits sur vos données personnelles, etc. Sinon aussi, il y a l'Agence nationale de cybersécurité qui s'appelle l'ANSSI. Et donc, avant de finir, ce qui est essentiel à retenir, c'est il faut se méfier, il faut vérifier avant tout et il faut se protéger. Et du coup, pour rappel, il faut utiliser une mot de passe qui est forte. Il faut utiliser un gestionnaire de mot de passe. Et vous pouvez chercher ça sur Internet, comment l'installer et l'utiliser. Il n'est pas difficile. Aussi, il faut activer la double authentification. C'est pas aussi difficile à mettre en place. Il y a pas mal de tutos sur YouTube, etc. pour comment le mettre en place. Deuxièmement, il va être vigilant sur tout ce qui est hameçonnage et surtout les mails reçus et les SMS reçus. Et surtout, ne cliquez sur aucun lien douteux. Même si quelqu'un de vos proches vous envoie un lien, il faut s'assurer que c'est lui qui l'a envoyé. Mais il faut même lui appeler avant de appuyer sur n'importe quel lien. Parce que parfois, il peut que votre connaissance, elle était lui-même piratée. Troisième réflexe, c'est tout mettre à jour. S'il y a des mises à jour, il faut les appliquer parce que la plupart sont des mises à jour de sécurité.
Et du coup, euh, l'essentiel, être vigilant sur Internet et ne vous inquiétez pas parce que si vous appliquez ces règles-là, vous serez à 90% protégé des attaques des cybercriminels. Et donc, voilà, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, merci Amanallah, merci beaucoup pour cette Ah, belle avec plaisir. présentation. Euh, ouais, merci beaucoup pour cette belle présentation encore une fois. Et c'est très, très intéressant. Et c'est aussi une présentation qui est très, très claire et pédagogique et Ouais. qui est extrêmement utile. C'est vraiment ce soir, tu nous as rappelé que la cybersécurité n'est pas seulement un domaine technique, mais surtout c'est un enjeu quotidien qui concerne chacun d'entre nous à travers toutes les techniques que tu as montrées, que l'on soit, je sais pas, parents, salariés, étudiants, entrepreneurs, un utilisateur, il faut se protéger. Et c'est vrai qu'en nous comprenons mieux, adopter les bons réflexes, que ce soit au niveau des tentatives de piratage, de la sécurisation de nos mots de passe, pour la protection de nos appareils, téléphone, PC, tout ça aussi de nos données. Et surtout naviguer avec plus de confiance et plus de vigilance dans ce monde digital. Donc voilà, cette conférence, mes amis, nous invite à être acteurs de notre sécurité en ligne et aussi à ne pas être juste un spectateur, mais surtout à savoir comment évoluer le risque face à l'Internet, au numérique en général. Donc, merci encore, Amanallah, pour ta générosité et ta clarté et surtout ton engagement à transmettre des choses agréables à chaque fois et surtout ton sourire illuminant qui nous sécurise à chaque fois. On est en sécurité, donc toi, t'es le cyberbonheur. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, donc, nous allons maintenant ouvrir un moment d'échange avec Aman Allah. C'est l'occasion aussi de vous poser vos questions et de demander, si vous voulez, des éclaircissements, de partager juste une situation, hein. Il n'y a Donc, n'hésitez pas, comme d'hab, à lever la main ou à écrire votre question dans le chat. Pour les gens qui sont sur Facebook, n'hésitez pas aussi à écrire votre question sur le commentaire. Donc, en lançant cette session, toujours, je commence par une première question qui est générale, comme tu sais, je suis aussi dans ce domaine de l'IT, mais voilà, je commence une question peut-être sur l'enfant, sur la famille. C'est aussi la cybersécurité, ça concerne aussi nos enfants. Quels conseils donnerais-tu aux parents pour protéger leur enfant dans ce monde, dans le monde de l'IT où tout se passe sur Internet, par exemple? Comment ils font, quels sont les conseils en tant qu'ingénieur IT, en tant que quelqu'un qui connaît la cybersécurité? Comment on pourra protéger nos enfants? Voilà, première question. Oui, ouais, c'est une très bonne question. Par rapport aux enfants et tout ça, il faut tout d'abord les encadrer sur tout ce qui est utilisation des nouveaux outils sur l'Internet et aussi il faut leur expliquer comment les utiliser, comment se protéger en ligne. Et deuxièmement, il y a dans la plupart des applications on peut trouver le mode parental, donc on peut choisir surtout à nos enfants quel type par exemple, quel type de contenu qu'ils peuvent voir, quel type de site web ou quel genre de site web qu'ils peuvent les utiliser. Et ça, on peut retrouver dans n'importe quel type de site web. Par exemple, sur YouTube, on peut créer nous-mêmes des modes enfants. Même sur les téléphones portables, on peut activer aussi le mode parental. Par exemple, on peut limiter le choix des applications à installer. On peut choisir les heures d'utilisation des différentes applications, etc. Donc, il faut les éduquer sur l'utilisation et les encadrer. Et aussi, donc, être ouvert, c'est-à-dire de bien parler avec eux pour qu'ils soient eux-mêmes responsables de leurs actes et qu'ils soient responsables sur Internet. Voilà, voilà.
Voilà pour ta réponse. Effectivement, il y a beaucoup de conseils, c'est vrai, tu as donné pas mal de conseils qui sont très très clairs et comme tu as dit, premier réflexe, c'est la communication. Les enfants doivent comprendre pourquoi on met les règles et quel danger Oui, existe, faux profil, arnaque, contenu oui, inadapté, voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Amanallah. avec Donc, plaisir. je donne la parole à Aziza Zouair. Aziza, c'est à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Anouar. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Amanallah, pour la qualité et la clarté des informations présentées. Votre intervention est très enrichissante et permet de mieux saisir les enjeux concrets liés aux cyber-réflexions dans notre vie numérique. Ma question concerne plus spécifiquement la gestion des réseaux sociaux et la réception des emails frauduleux. En gérant les réseaux sociaux, les publicités, etc., on reçoit souvent des messages qui prétendent venir de Meta ou d'autres plateformes, alors qu'il s'agit de faux messages bien élaborés. Quelle réflexion simple et efficace recommandez-vous pour identifier rapidement ce type de tentative d'usurpation et comment peut-on sensibiliser les utilisateurs afin qu'ils ne tombent pas dans le piège? Et merci. Avec plaisir. Et du coup, premier réflexe, c'est surtout si on reçoit des emails ou des... Surtout, par exemple, je vais commencer par les emails. Tout début, il faut regarder la source des emails, donc l'adresse email de la personne qui a envoyé ça. Donc, généralement, on peut faire la différence si l'adresse mail, il est par exemple, n'est pas très officiel. Par exemple, si on regarde après le aérobase, c'est généralement après l'aérobase, il y a le nom de la société, de l'entreprise, etc. Par exemple, si nous, on peut, par exemple, vous allez recevoir contact at association des lumières françaises.com. Un premier réflexe, moi je connais pas Association des lumières françaises. Premier réflexe que je fais, je cherche sur Internet Association des lumières françaises et je regarde s'il y a vraiment cette association ou pas. S'il existe, je peux rentrer sur leur site web et je vérifie dans leur contact. Et si dans le menu contact, je trouve la même adresse mail, c'est bon, c'est pour moi, donc c'est une adresse mail, c'est la bonne adresse mail, donc je peux répondre à leur mail. Sinon, il faut pas ni répondre, ni surtout pas ni cliquer sur n'importe quel lien. De deux, même si l'adresse mail elle est bonne, il faut vérifier le contenu de l'email. Si par exemple, s'il demande de l'argent, s'il demande de l'aide, s'il demande, par exemple, il y a un lien suspect dedans, il faut se méfier de toutes ces informations-là parce il peut être que le site web ou bien l'adresse mail de l'association a été piratée. Du coup, il faut se méfier sur des liens. Et ces liens-là, vous pouvez donc juste copier le lien et le mettre dans le site web que je viens de partager avec vous. Et ce lien-là, il va vous dire si c'est un virus, s'il contient un virus ou pas. Parce que c'est un bon lien ou pas. Deuxièmement, pour tout ce qui est publicité sur réseaux sociaux, il faut surtout se méfier de ces publicités parce que et maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut créer des publicités bien faites, sans faute d'orthographe, avec des images qui attirent, etc. De un, il faut vérifier la provenance, la source de cette publicité. Est-ce que c'est un site web connu ou pas? De un. Si ce n'est pas connu, il faut éviter de cliquer sur cette publication. S'il est connu, il faut aussi vérifier le type de cette publication. Si cette publication est dans le même genre et la même catégorie. Par exemple, vous allez recevoir une publicité d'une entreprise qui s'appelle, par exemple, Y et le contenu de cette publication, c'est le même catégorie par exemple, de fonctionnement ou catégorie de travail de cette entreprise-là. Si bon, vous pouvez appuyer ils vont juste
Vous allez vous retrouver sur le site web pour acheter des produits, etc. Mais surtout, il faut éviter à mon avis, il faut toujours éviter d'appuyer sur ces liens de publicité. Comme ça, si tu as besoin de quelque chose, il faut aller chercher sur Internet, aller directement sur le site web. Troisièmement, c'est pour comment faire apprendre aux autres, c'est à travers les communications, soit à travers, par exemple, il y a des petites vidéos par exemple, partagées que vous pouvez trouver, par exemple, sur les sites officiels des agences de cybersécurité, comment éviter les différents types d'arnaques, etc. Comme ça, tout le monde peut s'éduquer et on partage ces informations le maximum. Comme ça, tout le monde peut tout le monde peut s'épargner. Et voilà, voilà. Ah, merci Merci. beaucoup pour votre réponse. Merci. Merci Amanallah, merci Aziza pour la question aussi. Donc on passe à Docteur Faher, dans la parole, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Bon, Merci encore une fois, Malala, pour cet exposé, cette présentation très enrichissante, très complète aussi, avec plein d'informations pour nous utilitaires, pas chevronnés, je dirais, avec plein d'astuces. En fait, moi, je voulais aborder un autre sujet, en fait, par rapport à l'utilisation, et je vois qu'en fait, actuellement, de plus en plus, on utilise des objets connectés, que ce soit des smartphones, pour ne pas citer des marques, mais voilà, des montres connectées, même maintenant les fenêtres, l'éclairage, les stores, et même en fait certains systèmes de sécurité qui sont parfois reliés à des réseaux Wi-Fi et que parfois en fait il y a eu même certains vols de maison en fait juste parce qu'ils ont pu pirater le système et que en fait d'un simple clic après tout s'est ouvert oui, et tout en fait est devenu accessible. oui, Et la deuxième partie de la question, c'était par exemple on le sait de plus en plus, en fait, comme tu l'as bien dit, par rapport à l'utilisation, en fait, parfois on fait une recherche et où on parle de quelque chose et comme par hasard, en fait, on a plein de publicités qui arrivent à propos de ce sujet, ouais, ou même parfois, en fait, certains disent qu'ils peuvent même activer la caméra, en fait, ou le microphone de nos smartphones ou autres. ouais. Donc, pour éviter ces indiscrétions, est-ce que tu aurais des astuces? Et merci d'avance pour ta réponse. Avec plaisir. Oui, merci pour cette question-là. J'ai oublié de les aborder dans cette conférence ou formation. Mais comme vous l'avez dit, donc surtout sur tout ce qui est maintenant tout est connecté. De un, par exemple, si on utilise une caméra de surveillance chez nous, pour moi, c'est le premier réflexe. Il faut l'utiliser uniquement si nous sommes à l'extérieur de la maison, parce que tout est piratable de nos jours. Il n'y a pas une entreprise qui est à 100% impiratable, si je peux dire ça techniquement. Donc, il faut se méfier aussi, même pour toutes les autres objets connectés. Par exemple, si tu as un robot aspirateur, laveur, etc., connecté à l'Internet, donc il faut se méfier aussi parce que maintenant, la plupart, ils ont des caméras, ils peuvent pour analyser l'espace, vos espaces et tout ça. Donc il faut se méfier même de celui-là. Il faut aussi se méfier comment on les appelle? Par exemple, les box Alexa, par exemple, Alexa fait ça et fait ça, ou bien les petites box, les petites boîtiers qui parlent, qui se connectent sur Wi-Fi. Ça, il faut se méfier de ces objets connectés là aussi. Parce que, il y avait pas mal de sujets de cybersécurité derrière, il y a beaucoup de fuites d'informations et sont aussi très sensibles au piratage. Donc pour moi, il faut surtout se méfier. Si vous êtes chez vous, il faut les débrancher. Pour moi, il faut les débrancher
au moins s'assurer que on est moins sous écoute et moins sous danger de piratage. Euh, et euh, voilà. Sinon, par rapport à la deuxième question, oui, c'est c'est surtout maintenant toutes les applications, ils demandent des autorisations. Et ces autorisations, on trouve parfois c'est l'utilisation de microphone ou l'utilisation de la caméra de téléphone, etc. Et du coup, eux, en background, la plupart des applications, ils peuvent enregistrer nos voix et ce que nous sommes en train de dire. Donc, si après ils collectent ces informations et ils cherchent, vous avez dit par exemple, moi je voulais changer mon téléphone. Et après quelques secondes, vous allez retrouver des publicités sur des nouveaux téléphones, etc. Et même aussi sur les navigateurs, si tu cherches n'importe quelle chose, n'importe quel, par exemple, quel truc. Après quelques secondes, vous allez trouver des publicités partout sur Facebook, Instagram, TikTok. Tout ça, c'est à cause des cookies. Donc, et ces cookies, ils se connectent ou bien ils partagent vos données avec des parties tierces. Et ces parties tierces, donc, ils vont envoyer par exemple, ces informations au serveur de Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, et du coup, ils vont partager ces publicités-là. Du coup, le premier réflexe, c'est de un, n'acceptez pas les cookies sur toutes les sites web. De deux, il faut privilégier la connexion en mode privé pour moins de cookies et moins de contrôle et moins de enregistrement de l'historique de recherche. Et voilà, grosso modo. C'est un sujet très, très vague, surtout avec maintenant tout est connecté. Donc il y a moins de vie privée qu'avant. Il faut se méfier. Voilà. Merci beaucoup, c'est Avec plaisir. Amadallah, pour ta réponse. Donc, méfiance, Méfiance. euh, les mots-clés, méfiance, il faut faire attention et Ouais. ça reste un outil très, c'est vrai que très, on peut quasiment, on peut plus s'en passer en fait pour nos Hmm. utilisations et tout, Ouais. mais c'est vrai que on baisse un peu la garde et parfois on se retrouve dans des situations, Ouais. parfois en fait, moi j'ai un ami récemment en fait, il avait comme tu l'as bien spécifié, en tout cas mis un fichier, en plus il a marqué dessus perso. Et donc, en gros, il avait tout Ouais. mis, en fait, les coordonnées bancaires, les mots de passe, Ouais. des choses vraiment très personnelles. Et en fait, Hmm. je ne sais pas par quel mécanisme, en fait, dans la multitude de fichiers, en fait, ils arrivent à dénicher en tout cas ça. Et c'est vrai que la vie bascule, en fait, notre vie bascule Oui, après. oui. Avec un simple script, on peut coder un simple script qui va chercher dans votre, par exemple, l'ordinateur ou bien boîte mail, va chercher des mots-clés. Par exemple, perso, mot de passe, réseau, Ouais. les différents noms des comptes des banques, etc. Et donc, donc, ce sera automatique. Il va renvoyer ça automatiquement. Aïe, aïe, Pas besoin qu'il se connecte, il va chercher dossier par dossier maintenant. aïe. Merci encore pour ta réponse. Avec plaisir. Merci. Merci, Amanallah. Merci, docteur Faher. Donc, on passe à une autre question. Madame Rabia, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Ça, Bonsoir Aminallah. ça, Euh, Tout d'abord, merci beaucoup Aminallah, c'était très intéressant. avec plaisir. Ma question est au sujet de compte bancaire en fait. J'ai donné procuration à un membre de ma famille. Ça m'est déjà arrivé de cliquer sur des liens suspects. Est-ce que si mon compte est piraté, l'autre compte sera également en danger? Merci. Non. Généralement, non. Si sont deux banques différentes, généralement, non. Il faut juste s'assurer que vous n'utilisez pas le même mot de passe pour les deux.
Et comme je l'ai dit, donc, vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs. Donc, c'est simple. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Comment, par exemple, utiliser l'authentification à double facteur. Donc, ce sera utile. Comme ça, toi, tu as le mot de passe. Et en plus de ça, tu as l'application qui va te renvoyer un code pour copier dans l'application, par exemple, quand vous connectez sur votre compte bancaire. Comme ça, c'est plus sécurisé. Et dans tous les cas, si tu as appuyé sur un lien, et par exemple pour payer un truc, ou etc., où tu as rentré tes informations bancaires, il faut directement appeler la banque et lui expliquer la situation. Et directement, il faut changer les mots de passe par défaut. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, que ce soit par chat ou par... voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est... voilà. En tout cas, merci. Voilà. Ah, il y en a deux. Ah, c'est super. Oh oui, oh. Allez, je passe la parole à Bassim. Bassim, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Ah, Merci, Monsieur Amanallah. Vraiment, c'était très enrichissant. Et avec. surtout, on aura de nouveaux réflexes. Ça va nous prendre plus de temps, mais on dormira mieux. Euh, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on est tellement entouré de choses connectées et ça devient, ça fait partie de notre vie, malheureusement, hein. Je dis bien malheureusement. Donc, et au début, on croit que c'est pour améliorer la qualité de vie, mais en fin de compte, c'est voilà, c'est l'effet inverse. Ma question, en fait, si parce que là, il y en a qui travaillent en fait avec si on peut dire ça, l'intelligence artificielle pour rédiger des rapports, pour rédiger vraiment pour faire des analyses d'études ou autres. Est-ce que le fait d'intégrer, disons, ou de donner des informations euh, confidentielles à ChatGPT, Gemini ou Copilot ou autre, est-ce qu'il y a moyen de lui dire de ne pas, en fait, de supprimer ces informations-là a posteriori? Ça veut dire une personne, elle a rentré des informations pour faire confidentiel, pour faire une étude. Elle a eu cette étude et, euh, disons, une semaine après, elle se rend compte qu'elle a fait une boulette et elle aimerait bien quand même que ces informations-là ne soient pas utilisées par, euh, disons, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est faisable ou pas? Et si c'est faisable, comment? Merci. Avec plaisir. Euh, je pense malheureusement que non. C'est sauf et juste pour se protéger, il faut dès le début, avant d'utiliser n'importe quel outil d'intelligence artificielle, quel que soit ChatGPT ou autre, Gemini ou Copilot ou Claude, tout ça, il faut aller dans les paramètres et soit cocher ou bien décocher le fait de ne pas utiliser ces informations des conversations pour s'entraîner ou pour d'autres, par exemple, utilisations extérieures. Et c'est ce qu'ils font maintenant la plupart des entreprises parce que c'est devenu inévitable, si je peux le dire, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle de nos jours, donc, parce que tout le monde l'utilise. C'est vrai qu'elle facilite la vie, il facilite les tâches et tout ça. Donc maintenant, les entreprises, ils signent des accords avec, par exemple, Gemini, par exemple, s'ils utilisent la solution Google, ou bien ils signent des contrats avec par exemple, Copilot, s'ils utilisent les solutions Microsoft. Et ces contrats donc, indiquent bien que les modèles, ils n'utilisent pas toutes les informations
fournis par les employés. Ils n'utilisent pas ni les documents, ni les conversations pour entraîner leur modèle et que toutes les échanges restent dans l'Union européenne pour les différentes raisons, pour par exemple pour rester pour la confidentialité des données. Sinon, à part ça, je pense pas que les grandes entreprises américaines de technologie ils vont respecter si rien n'est signé. Donc, je pense pas qu'ils vont les supprimer. C'est au contraire pas eux. Maintenant, c'est la course actuelle, maintenant, c'est sur comment acheter des données pour entraîner leur modèle. Et maintenant, le marché des données, il est en train d'exploser et même les prix, ils sont en train d'exploser. Par exemple, le modèle d'intelligence artificielle français qui s'appelle le chat, Mistral, il s'appelle Mistral. Donc celui-là, il achète par exemple des données de la Chine qui lui coûtent des millions d'euros. C'est juste pour entraîner son modèle qui s'appelle le chat. Et du coup, s'il n'y a pas un accord ou bien un contrat signé entre les deux parties, je pense pas qu'ils vont pas sauvegarder les informations ou ne pas les utiliser. C'est pour ça donc j'invite tout le monde qui utilise ou bien qui ont téléchargé les applications d'intelligence artificielle ou qui utilisent ça quotidiennement à bien veiller que désactiver tout ce qui est utilisation des données pour l'entraînement des modèles. Sinon, il y a des modèles qui proposent des conversations en mode privé, c'est-à-dire après la discussion, tout sera supprimé. Donc le modèle, il va pas sauvegarder les informations. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Avec Merci pour plaisir. tout. Merci, merci. Donc, on passe à Sonaraku. À vous la parole, monsieur Sonaraku. Alors, bonsoir tout le monde et merci à Noir. Et enfin, bonsoir à Manala. Bonsoir. Et j'ai une petite question, c'est une question un peu bête. En fait, c'est par rapport au gestionnaire de mots de passe. Oui, Donc, admettons, je l'installe sur mon PC, un gestionnaire, et par malheur, disons que le PC tombe en panne. Et que par exemple, j'aimerais l'installer sur une nouvelle machine. Est-ce que ce gestionnaire-là, je dois inscrire tous les mots de passe depuis le début ou bien c'est synchronisé quelque part? Et je peux par exemple l'installer sur n'importe quelle machine et mes mots de passe seront systématiquement stockés. oui. Oui, donc la plupart, plutôt la plupart des gestionnaires de mots de passe et les coffres-forts. Donc, une fois que tu te connectes et tu crées un compte, donc tout ça sera enregistré chez eux. Il sera protégé en plus. Et du coup, donc, quel que soit, si tu télécharges l'application mobile, donc tu vas retrouver toutes les identifiants avec leur mot de passe. Et du coup, donc tu peux l'utiliser sur votre smartphone. Sinon, sur Internet, pareil, sur votre PC, vous pouvez soit télécharger l'application euh, PC, pareil, vous vous connectez avec votre seul login mot de passe de l'application et après, vous allez retrouver toutes les logins mots de passe des autres applications. Sinon, à travers par les navigateurs, il y a les extensions. Donc, la plupart des coffres-forts, ils ont des extensions. Donc, vous pouvez télécharger l'extension. Et comme ça, à chaque fois que vous rentrez, par exemple, à votre Gmail, il va remplir automatiquement votre login et mot de passe. Donc, pas besoin de les sauvegarder ailleurs. Pas de souci. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Avec plaisir. Merci à tous. Donc, on arrive à la fin de notre conférence d'aujourd'hui. Donc, en tenant, on remercie Aman Allah, merci
déjà pour tout, pour cette intervention riche et surtout pour cette intervention essentielle pour nous sur la cybersécurité, sur ses réflexes au quotidien, sur ces bons sens, ce bon sens et cette, je sais pas si ça se dit, cette hygiène numérique qu'on doit avoir à chaque fois qu'on doit adopter. C'est très, très important. Donc, ce soir, nous avons appris à protéger nos données donc, et aussi à nos proches. Donc, merci pour tes explications. Et merci également à vous, chers participants, pour vos questions et surtout votre curiosité. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire de ces conférences de lumière un succès, un esprit aussi, un esprit de partage, un esprit d'ouverture. Et ça va grandir de jour en jour. Et très bientôt, nous allons vous donner rendez-vous à une nouvelle rencontre éclairante avec un nouveau intervenant, toujours sous le signe de la connaissance, de la Mm. bienveillance, de la lumière. Donc, merci à tous, merci à Manallah et je vous Avec plaisir. souhaite une très belle soirée. Allez, au Merci. revoir. Merci tout le monde. Bonne soirée. Stop.